Salut Gisèle, Oui. bienvenue tout le monde dans l'hebdo de cette semaine. On a le plaisir d'accueillir Gisèle qui est sur la droite de l'écran euh, voilà. Et qui nous fait le plaisir d'être là pour parler notamment de sa série Ménage à trois et de plein d'autres choses. Et j'ai toujours tendance à débuter cette séquence en proposant évidemment à notre invité de se présenter. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie, Gisèle? Je suis BDiste. J'ai pas commencé comme BDiste, mais ça fait à peu près depuis l'an 2000, mettons que je fais ça, peut-être pas à plein temps. De 2007 à plein temps, j'ai commencé en 2000. Euh, je voulais explorer ça. C'est comme, dans le fond, c'est mon troisième métier. Je faisais des choses avant ça. Mais c'est ça. Je fais de la BD depuis de l'an 2000. Et qu'est-ce que. Alors avant ça, tiens, on peut l'évoquer parce que tu vas voir que j'ai extrêmement bien préparé les choses. OK. Avant ça, avant ça, avant ça, on t'avait vu notamment. Hop, si ça se lance. Donc, pour le coup, il y avait un groupe au Canada, Oui. Barbarella. Hop, tiens, Ouais, on va poster ouais, pour te en voir. arrière, là, on me voit en arrière là, avec la tête de cheveux. On te Ouais, voit, on te voit. ouais, ouais. Gros maquillage noir, c'est ça, c'est moi, ça. Toute Hop. jeune, là, toute jeune Donc, poulette. pour le coup, tu faisais partie d'un groupe de rock francophone qui faisait des reprises notamment. On a la reprise euh, de Brigitte Bardot, Harley Davidson. Ça me revenait plus en tête de qui était l'interprète Ouais, ouais. original. Ça a duré ça a duré quelques années en tout cas, ce petit pan artistique chez toi de la musique, même si tu n'as pas Ouais. forcément quitté. J'avais comme deux passions quand que je grandissais. J'avais la bande dessinée, mais j'avais aussi la musique. Puis quand j'ai devenu teenager, mettons, adolescente, j'ai plutôt été pour la musique. C'était dans les années 80. C'était quand même assez fort à ce temps-là. C'est ça, j'ai décidé de plutôt poursuivre la musique que la bande dessinée. Puis j'ai fait ça, c'était à la fin des années 80. J'ai déménagé, je viens du Nouveau-Brunswick, mais j'avais déménagé à Montréal. Puis j'avais formé le groupe, j'avais essayé de trouver des musiciens. Mais j'avais fait des groupes aussi avec un mélange, là, gars, filles. J'avais pas vraiment. c'est- pour moi, il y avait pas de. C'était pas important plus qu'il fallait, mais on voyait quand même qu'il y avait pas vraiment de groupe féminin dans le temps au Québec. Puis on pensait que c'était comme une genre de gimmick, là, tu sais. Ça va peut-être pogner si qu'on le fait, là, tu sais. On l'a essayé, puis comme de fait, ça a marché. Puis on a fait un album, on était signé avec des productions Guy Cloutier qui avait fait René Simard, Nathalie Simard, quand même assez d'artistes assez connus au Québec. Puis c'est ça, ça a duré une couple d'années, mettons de 90 à 93 à peu près. Puis ensuite, j'ai comme laissé tomber un peu la musique pour aller étudier l'art graphique, pour devenir graphiste. Puis ensuite, j'ai fait ça jusqu'à l'an 2000, dans le fond. Même de 2007 que j'ai arrêté d'être graphiste. Parce qu'en 2000 puis 2007, je faisais graphiste et aussi la bande dessinée le soir. Éventuellement, c'est devenu mon emploi de plein temps, là, mettons. Et pour côté bande dessinée, justement, comme tu disais, ça faisait partie de tes passions initiales. Quels ont été les artistes, les auteurs ou les autrices qui ont marqué ton parcours quand tu étais petite, adolescente et jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont vraiment les sources d'inspiration qui Euh, émaillent? Malgré que j'avais venu au monde au Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue. Mes parents avaient déménagé quand j'avais comme 3 ans au Québec, à Shefferville, qui était une ville
bien au nord, là. Mais c'était quand même assez francophone dans le sens que j'étais exposée à la bande dessinée européenne, comme Astérix, Obélix, Tintin, les Schtroumpfs. Je pense que les Schtroumpfs a peut-être été la première chose qui m'avait comme attiré. J'aimais les petits bonhommes. Je collectionnais les petits personnages. Là. Tu pouvais les avoir. Je pense on peut encore les trouver des fois. Là. Les Mais Schtroumpfs, ouais, c'est les Schtroumpfs. les Smurfs en anglais. Mais moi, je les lisais en français, mais je pourrais dire que dans le fin fond, ça a tout commencé avec les Schtroumpfs, mais après ça, c'était Astérix. Mais aussi, la chose qui m'a peut-être plus influencé, mais que je m'en rendais pas compte que ça m'influençait, c'était au Québec, il faisait la traduction des comics Archie, Betty Veronica. C'est quelque chose que je pense qui est moins connu en France, mais au Québec, Archie a quand même une présence assez importante. Ben, il l'avait toujours, je ne sais pas aujourd'hui trop, là, mais il faisait la traduction de plein de BD d'Archie. Moi, j'aimais beaucoup Betty and Veronica, j'aimais Josie and the Pussycats. Puis, il avait comme. Il publiait ça comme des single issues, là, des floppies, là, les 32 pages de comics, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, mais. Des floppies, des single issues, y a pas Ouais, de... des single issues, mais tu peux les avoir comme en paquet, là, puis là, ben, c'était comme un deal, là, tu sais, c'était comme ça, là, j'achetais ça parce que c'était pas cher, puis je lisais beaucoup de ça. Puis je pense que ça m'a comme influencé, sans m'en rendre compte, parce qu'aujourd'hui, les gens disent que je dessine beaucoup comme Archie. Ben, tu vois une influence d'Archie, puis elle est évidente, mais probablement parce que je lisais ça. Mais aussi, j'ai aussi une influence un peu de manga, mettons, anime. Puis ça vient tout dans les années fin des années 70, il y avait Candy Candy qui était sur la télévision, il y avait Goldorak, il y avait Albator. Ça, c'était toutes des choses que j'écoutais puis que je pense qui m'influençaient en même temps que je lisais, mettons, la bande dessinée d'Archie, qui veut dire que j'ai fait un mélange de Archie avec le manga. Puis, mais je veux dire, je ne me rendais pas compte que je le faisais, là. On me l'a dit plus tard que, hey, on dirait que tu dessines comme Dan DeCarlo, Stan Goldberg, puis Rumiko Takahashi, son influence, on la voit moins, mettons, dans... Elle, c'est plutôt le côté humour, mais c'est aussi, comment je peux dire ça, il y a un genre des templates, comment je peux expliquer ça, c'était l'utilisation des templates. Donc, les personnages se ressemblent beaucoup. C'est rien que, mettons, tu changes les cheveux, tu changes une couple de petites affaires, mais il y avait comme un. C'est très. Les personnages sont très similaires. C'est quelque chose que tu voyais beaucoup dans Archie. C'est quelque chose que tu vois beaucoup dans Rumiko, avec Rumiko, mais d'autres aussi. Puis je pense que c'est un petit côté simple, les lignes simples, les lignes pas trop compliquées. J'aimais ça. Puis c'est ça. J'ai été vers cette direction, mettons. Mais peut-être une petite affaire plus compliquée, une petite affaire plus peut-être raffinée, un peu plus de détails, dépendamment. Mais à la base, c'est de là que ça vient. Mais il faut dire que je lisais quand même beaucoup de BD européennes comme Astérix. J'ai essayé de faire mon propre Astérix quand j'étais jeune. J'avais comme 10 ans, j'avais fait une petite histoire d'Astérix chez les Incas. Je m'avais inventé quelque chose, puis j'avais fait une petite histoire, puis je l'avais dessiné. Je ne sais pas si c'était bon. J'avais fait des pages, des planches, comme vous dites en France, puis je les trouve plus, je les ai perdus. J'aurais été curieuse de voir si c'était bon ou si c'était pas bon. J'avais fait ça quand j'étais vraiment jeune, puis j'ai comme abandonné le dessin quand j'ai embarqué dans la musique dans l'adolescence, puis quand j'ai retourné au dessin, j'étais fin vingtaine. Il fallait tout que je réapprenne à nouveau, mettons. Mais qu'est-ce que tu veux? Je pense que ça m'a quand même revenu quand même assez vite, mais c'est ça que c'était.
En tout cas, c'est un parcours où, effectivement, qui peut être assez étonnant, vu que tu es au Canada, en Amérique du Nord. On connaît pas trop on va dire la place de la BD qu'on appelle franco-belge ici, en dehors de nos territoires. Donc c'est assez étonnant de voir que ça arrive jusque dans le New Brunswick, et Ouais, ouais. que ça permet aussi de voir un mix d'influences avec Archie, qui est extrêmement américain, on va dire, dans Ouais. l'approche, dans les thématiques. Et puis ce mix avec Rumiko Takahashi, entre guillemets, en influence manga, entre autres, hein, parce que comme tu Ouais. le disais, il y a beaucoup d'animés. Tout ce mix, en fait, c'est quelque chose que tu continues de nourrir aujourd'hui, pour Oh t'inspirer. oui. Ah oui, je suis toujours Rumiko Takahashi. Dans le fond, dans le cas de Rumiko, c'est quand même quelque chose qui est arrivé plus tard dans la vie parce que elle a vraiment atterri, mettons, en Amérique du Nord dans les années 90 avec Ranma One Half. Puis, ouais, Ranma, ouais. En tout cas, moi, je suis déjà dans la vingtaine. Ça, c'est pas, comme je dis, elle m'a influencé, mais c'est plutôt sur le côté humour que ça m'aurait influencé. Mais ça a influencé aussi mon collaborateur sur Ménage à trois, David Lumsden. Tous les deux, on était des gros fans. Dans le fond, c'est comme ça qu'on s'est comme rencontrés. Puis on voyait qu'on aimait le même genre d'humour. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis dans le fond, on recherche toujours ce genre d'humour absurde que Rumiko a là. Mais mon influence animée, manga, je pense qu'elle vient plus de comment elle s'appelle, Igarashi, elle qui a fait Candy Candy. Je vois plus l'influence. Ouais, je pense que c'est Yumiko Igarashi, je pense son nom. C'est Yumiko, ouais. C'est ça, Yumiko. Igarashi. Elle, son influence est indirecte. C'est comme Archie. Là. Je ne savais pas que j'étais influencé par elle, comme que je ne savais pas que j'étais influencé par Dan DeCarlo, puis Stan Goldberg, puis Harry Lucy, puis c'est ça. Il y a des choses que je dessine, je m'en rends compte à cette heure, parce que moi, l'influence est là, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pogné durant l'enfance, qui est resté avec moi sans m'en rendre compte. C'est comme... je le vois à cette heure. Je le voyais pas au tout début quand j'ai recommencé à dessiner, mais ça avait resté avec moi sans m'en rendre compte. Mais tu sais, je veux dire, c'est correct. Tu sais, je veux dire, j'aime ça. Là. Avant d'en arriver du coup à Ménage à trois, sur quoi tu as travaillé jusque-là, on va dire, avant d'en arriver à débuter Ménage à trois? Ouais. J'ai commencé au début, moi j'étais, malgré que je dis que j'ai lu beaucoup de BD européennes, puis ensuite du Archie, j'ai quand même, j'aimais beaucoup les comic strips qu'il y avait dans les journaux. C'était en anglais. Ma mère aimait ça aussi beaucoup. Puis on achetait beaucoup de petites collections de ces genres de petites BD, des petits strips, là, que j'appelle. Puis dans les années 80, fin des années 70, début 80, qu'est-ce qui était très populaire, puis c'est là encore aujourd'hui, mais l'était énormément dans le temps, c'était Garfield. Garfield, je ne sais pas comment vous le dites en français. Garfield. Mais, Garfield. En tout cas, Garfield, vraiment, j'aimais l'idée de faire un strip dans les journaux. Puis il y avait aussi une Canadienne qui faisait For Better For Worse, Lynn Johnston. Je ne sais pas si ça a été traduit en français, j'ai aucune idée. Mais elle faisait un genre de... Lynn Johnston, elle faisait des gags qui étaient à tous les jours, mais ça continuait. L'histoire continuait. Il y en avait des strips dans les journaux, comme mettons The Phantom ou Rex. Je ne me souviens plus des noms, le Mary Worth, de toutes les sortes. Ça continuait. Tu revenais à tous les jours pour continuer, mais c'était pas un gag. Là. Il n'y avait rien, c'était pas comique. Tandis que Lynn Johnston, elle faisait ça comique. Dans le fond, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose dans les journaux qui aurait été à tous les jours. Ça aurait suivi, mais ça aurait été comique.
Mais malheureusement, par le temps que j'ai voulu faire ça, il y a eu comme un genre de déclin avec les journaux, mais un déclin dans le fond de ce genre de comics-là dans les journaux. C'était vraiment... il y avait une tendance à juste utiliser les mêmes vieux comics, comme mettons, j'ai un exemple, comme Snoopy, Charlie Brown, quand que l'auteur est mort, ils ont juste continué à faire des... Ils n'ont pas donné la place à quelqu'un de nouveau, là, ils ont juste continué à les un reprint, je pourrais dire. Là. Ça va en syndication. Puis c'est la même chose pour plusieurs de ces comic strips-là. Alors j'ai dit, bon, ben, j'ai vu qu'en ligne, il y avait PvP Online, il y avait Penny Arcade, il y avait aux alentours de 99, là, en 99-2000, les webcomics ont vraiment pogné. Là. Ouais, ça, c'est Lynn Johnston. On en a eu très peu en France. Ouais, OK. En tout cas, elle avait une tendance à faire des gags, c'était comique, mais ça continuait, puis j'aimais bien. Puis c'était quelque chose dans le genre que je voulais faire. Puis dans le fond, c'est ça, j'ai fini par faire, mais je l'ai fait en ligne. J'ai décidé, j'ai commencé avec Coca Studio. Ça, c'était en 2000, début 2000, parce que j'avais découvert les webcomics vers la fin des années 99. Puis j'ai dit, OK, je peux faire ça. Alors, j'ai tout monté mon propre. J'ai appris comment faire des sites web par moi-même. Mais j'étais graphiste, alors il fallait quand même que je savais un peu comment faire certaines choses. Le web commençait, malgré que j'étais plus sur le côté print, comme on pourrait dire. J'étais quand même, il fallait que j'apprenne sur le tas comment faire des websites, là, des sites web. Puis, alors, j'ai fait mon propre site web, j'ai commencé Coca Studio, puis ensuite, j'ai joint un collectif, mettons, qui s'appelait Keenspot. Puis, c'est là que ça déboulé de là. Le Coca Studio était quand même assez populaire. J'ai fait ça pendant peut-être 2 ans. J'ai pris un petit break d'1 an. Ensuite, j'ai revenu avec Penny et Nagy, qui est une autre série. J'ai commencé avec... là, j'avais de l'aide de T. Campbell, qui est aujourd'hui mon éditeur sur Pixie Tricks Comics, qui était aussi... J'ai fait aussi Ménage à trois avec T. Campbell, qui était l'éditeur. De te faire une petite image, en l'occurrence. Alors, ouais, quand je travaillais sur Penny et Nagy, pendant un bout, je travaillais sur 3 choses en même temps. Je travaillais sur... Coca Studio, je l'avais arrêté, mais le projet n'était pas terminé. Alors, j'avais revenu au projet. Mais j'étais en train de travailler sur Penny et Nagy. Je faisais Coca Studio, j'essayais de le terminer. Et ensuite, j'ai fait Ménage à trois. Alors, j'avais 3 projets en même temps pendant comme peut-être 1 an. Là, j'en faisais pas mal. Puis ensuite, je me suis rendu compte que plus de sites web que j'avais, meilleur que c'était, parce que dans le temps, c'est plus même aujourd'hui, mais dans le temps, les annonces sur les sites web faisaient beaucoup d'argent. Alors, c'était à mon avantage d'avoir plus de sites web, d'avoir plus de page views, comme on dirait. Alors, c'est ça. Alors, j'ai commencé à faire beaucoup de sites web. Alors, j'ai fait Eerie Cuties. Ensuite, j'ai fait Magic Chicks. J'avais plusieurs projets. J'ai fait Sticky Dilly Buns. On avait Sandra on the Rocks. Puis tout ça, ça se passait tout en même temps. Puis et je pouvais pas tout faire. Alors, j'ai commencé à engager du monde pour nous aider. Comme, mettons, Sandra on the Rocks. C'est David, qui est mon collaborateur avec Ménage à trois. C'est lui qui l'écrivait. On avait engagé quelqu'un pour le dessiner. Dans le cas de Magic Chicks, il y avait quelqu'un qui m'aidait à faire le dessin. C'était écrit par David, ça. Ensuite, Sticky Lily Bun, ça, c'était moi qui l'écrivais. J'avais de l'aide pour le dessin, quelqu'un qui m'aidait pour l'ancrage. Il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver, sur le site. Ouais, si tu vas sur le site de Pixie Tricks Comics, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup sont terminés. Là. Hercules, ça, je le faisais. Ça, Hercules, je le faisais comme que je faisais Ménage à trois. Là. On avait moi puis David qui l'écrivait, puis c'est moi qui le dessinais. Puis
Là, ici, ça qu'on voit présentement que tu montres, ça, c'était écrit par quelqu'un d'autre. Je pense que c'était, on avait fait un Kickstarter, puis c'était du crowdfunding comme le Ulule, comme que vous faites. Ouais. Ouais. Puis c'est une histoire que j'avais un ami qui m'avait aidé à avoir un peu de travail chez IDW, parce que j'ai fait du travail chez IDW pour Gem and Holograms. Puis lui m'avait aidé. Alors, je savais qu'il aimait écrire, puis on voulait travailler ensemble. Alors, on avait fait un petit one-shot de Eerie Cuties. Mais le projet était terminé, mais c'était le fun de retourner à un projet qui avait été arrêté pendant plusieurs années. Là. Et puis entre les séries, entre Ménage à trois, qui a donné lieu, on va dire, à des spin-offs, comme on dit, avec Sandra on the Rock, Sticky Dilly Bun. Oui, c'est ça. Puis à travers de tout ça, je suis quand même en train à l'occasion de travailler dans le monde, comme je dirais, le direct market, le print, là, comme tu sais, je continuais des fois à avoir des gigs. Des fois, je travaillais sur du Archie parce que Archie m'avait découvert avec Ménage à trois. Il y avait le monde qui travaillait dans le production, mettons, chez Archie, il lisait mon travail, puis il m'avait approché pour faire du dessin pour Archie. Malgré qu'au début, malgré que c'était comme un love and, c'était comme un, comment je faisais ça, push and pull, il voulait m'avoir, mais en même temps, il avait comme un peu peur d'avoir mon nom associé à ça parce que il savait que je faisais quelque chose qui était une petite affaire plus osée, puis que c'était très facile à trouver en ligne. Puis, Justement, parlons-en. Ménage à trois, tiens, donc que tu as chapeauté avec David. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née la série, qui a eu l'idée, comment ça s'est fait, comment vous bossez tous les deux sur ce titre, comment tout est venu en fait? OK, ben c'est simple. L'idée m'est venue vraiment facile. Là. Ça s'est fait en dedans d'une couple d'heures. J'étais juste en train de. J'avais lâché my day job, là, ma job du jour. Là. Je m'alimente. Okay. Ensuite, parce que Penny Nagy faisait quand même assez d'argent que je pouvais survivre, mais je voulais quelque chose d'autre. Parce que je voulais. Je trouvais que j'aurais pu faire un peu plus, là, parce que le graphic design, le graphiste, je voulais, parce que je faisais les deux en même temps, je faisais du graphic design à la maison, malgré que j'avais laissé mon travail, je l'en faisais à la maison pour des gens qui voulaient quand même encore travailler avec moi, mais j'étais comme tanné de faire ça, puis j'ai pensé, je vais laisser ça de côté, je vais faire un autre BD, puis là, j'aimerais ça faire quelque chose parce que Penny Nagy, c'était un peu comique, mais il y avait beaucoup j'avais ça plutôt comme un dramedy, c'était comme du drama comedy. Mais je voulais avoir de quoi de vraiment plus drôle, là, comme plus comique, plus absurde. Puis je parlais avec mon conjoint, Marc, pendant qu'on était en train de boire notre thé, là, puis j'ai dit, ça me prendrait quelque chose, j'ai dit comme Three's Company. Three's Company, c'était une série que j'écoutais dans la fin des années 70, début des années 80, un sitcom américain je pense qu'il était basé sur un sitcom qui venait du UK, de l'Europe. Mais dans tous les cas, moi, je connaissais la version américaine avec John Ritter, Susan Summers. C'était très comique. Puis j'ai pensé à quelque chose dans le genre. Puis tout de suite, c'est juste le concept de Three's Company, c'est un gars qui vivait avec deux filles, mais il fallait. C'est comme si c'était pas correct d'avoir un gars de vivre avec deux filles. Alors, il faisait croire qu'il était homosexuel pour être capable pour que le landlord, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, la personne qui s'occupe de l'appart, mettons, qui a accepté qu'un un gars vit avec deux filles. Alors, il faisait croire qu'il était homosexuel. Puis c'est ça, c'était le gag. Mais lui, il était vraiment cochon. Lui, il était intéressé dans les deux filles. Là, tu sais. Moi, mon idée elle était plutôt d'aller pour un gars qui était 29 ans, vierge, qui allait avoir besoin de l'aide, mettons, pour se sortir de sa situation, mettons. Puis, j'ai
j'ai tout pensé à les personnages, et je les ai toutes, je les ai comme dessinés, j'avais des noms, mais je parlais beaucoup avec David. Comme David, lui aussi, voulait faire de la BD. On chattait, mettons, dans le temps, c'était Yahoo Chat. Puis David, je l'ai rencontré dans un magasin de livres. Lui, il travaillait dans une boutique de livres francophone à Ottawa. C'est plutôt anglais, Ottawa, mais c'est quand même, il y a des secteurs français. Puis lui, il travaillait dans une bibliothèque française. Puis j'allais là pour acheter mais des choses en français que je ne pouvais pas trouver en anglais. Ou ça arrivait qu'il y avait des séries, mettons, manga qui sortaient en premier en français. Alors bon, je vais commencer en français. J'avais pas, c'était pas important pour moi quelle langue que c'était écrit dedans. Puis David, je savais que lui aussi voulait faire de la BD parce qu'on savait parler un peu dans le magasin. Lui, il me donnait des suggestions de qu'est-ce que j'aurais pu trouver, que j'aurais pu aimer, parce qu'il savait que j'aimais les choses qui étaient comiques. Puis là, lui aussi, il voulait faire des webcomics, parce que moi, j'étais en train de faire Penny Nagy là, pendant ce temps-là. Puis je l'aidais un peu à naviguer, peut-être comment s'y prendre pour faire un projet. Puis j'ai parlé de Ménage à trois le soir même que j'ai eu l'idée et tout. Puis c'est de là qu'il a commencé à me donner du input. Comme mettons un exemple, j'avais appelé Didi Désiré, parce que je pensais, bon, she's desired. Puis il a dit, ah, ben, tu devrais l'appeler Didi. So, je dis, ok, bon, on va l'appeler Didi. So, je trouvais c'était cute. Didi qui est là. C'est ça. Z, je l'avais appelé Suzy. Puis c'est David qui a dit, bon, on va l'appeler Z. Ça, c'est comme, c'est. Alors, il y avait des. David avait une bonne façon de donner des idées qui étaient, je trouvais vraiment intéressantes. Alors, Désiré est devenu Didi, mais j'ai quand même gardé Désiré. So, quand elle parle de elle dit son plein nom, elle dit c'est Désiré. Puis Z, ben, c'est Suzy. Gary, c'est tout à fait Gary. Là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Gary, là, mais en tout cas, de là, au début, j'ai dit, tu veux-tu m'aider à l'écrire? Puis il a dit, OK. Lui, comme il voulait faire son propre projet, mais ça a donné qu'il a fini juste par écrire avec moi, puis ça continue de même. Pour écrire, c'est difficile à expliquer comment on s'y prend. On se parle, on se dit où est-ce qu'on aimerait que l'histoire elle va, mettons. Ensuite, on va chacun de notre côté, puis on écrit quelque chose. Ensuite, on compare qu'est-ce qu'on a écrit, puis on va prendre le meilleur dans qu'est-ce qu'on a écrit. Des fois, c'est une combinaison de choses. Des fois, c'est un tweak à quelque chose que moi j'ai écrit, ou ça va être un tweaker quelque chose que lui a écrit. Des fois, on se rend compte qu'on peut utiliser les deux choses qu'on a écrites. On a juste besoin d'en mettre un en avant de l'autre, puis l'autre va quand même fonctionner. Parce que des fois, c'est dur à expliquer, mais on peut écrire des choses que on peut utiliser les deux gags, puis ça va marcher. On les met dans la bonne ordre, puis ça fonctionne. Des fois, c'est juste, bon, tu rajoutes un autre gag ici, puis ça va coller ensemble. Alors, c'est comme ça qu'on s'y prend. C'est un peu bizarre. Des fois, il y a des histoires où c'est peut-être lui qui est plus à son aise à l'écrire. Alors, il va peut-être. J'aime ça dire que he's driving, c'est lui qui conduit. Si c'est, mettons, une histoire qui est plus. Comme, mettons, quand on rentre dans le wrestling, je ne sais pas comment. Le mot ne me vient pas en français. Là. La lutte. Quand on fait la lutte dans le wrestling, c'est quelque chose qui est plus son bag à lui, mettons. Alors, c'est lui, mettons, qui drive. C'est lui qui conduit. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mon bag à 100%. Ça ne veut pas dire que je ne m'implique pas ou que je ne vais pas écrire des bouts ou que même je vais changer des phrases ou des mots ou quelque chose, mais il va, mettons, peut-être plus aller. Je fais plus confiance dans la direction qu'on s'en va, mettons. Et ensuite, dans d'autres situations, c'est plus moi, mettons, qui va conduire, puis c'est moi qui va. Les côtés peut-être plus émotionnels ou des choses comme ça, c'est plus moi. Mais à la longue, avec les années, au fil des ans, on a fini par. On dirait qu'on sait qu'est-ce que l'autre pense, puis on est capable
mettons, je suis capable d'imiter David, puis lui est capable de m'imiter, alors ça devient difficile à savoir qui est-ce qui a écrit quoi. Puis même des fois, on oublie nous-mêmes qui est-ce qui l'a écrit. C'est qui est-ce qui a écrit ça, je ne m'en souviens pas. Tu sais. Puis ensuite, on a aussi T. Campbell, qui est l'éditeur. Puis lui aussi, malgré que, tu sais, je dis, il écrit pas, il va quand même nous donner son point de vue, son feedback. Puis des fois, ça va nous faire réfléchir à où est-ce qu'on va, si on devrait aller dans une certaine direction. Alors, c'est comme un aide, là, tu sais. Puis lui, il est bon pour se souvenir de tout. Nous autres, des fois, on a une tendance à oublier. Tu sais, le personnage-là, as-tu déjà rencontré ce personnage-là ou quelque chose dans le genre? Puis T. Campbell, il est bon pour se souvenir de ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'est bon d'avoir, mettons, un autre brain, un troisième cerveau là, qui peut nous aider à se rappeler des choses qu'on a écrites. Parce qu'à la longue, comme après que ça faisait comme, je sais pas, moi, 5-6 ans qu'on travaillait là-dessus, on oubliait des choses qu'on avait faites au début. Là. Ça devient loin dans notre tête. Là, puis en plus de ça, on faisait plusieurs projets en même temps. Alors, des fois, ça m'est déjà arrivé d'être en train de dessiner Penny Nagy, puis je suis en train de dessiner un personnage d'une autre série, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je veux dire, c'est comme, j'ai tout mêlé. C'est comme. Parce que pour expliquer, certes, on va dire, nous, on propose la version livre. Le fait que ce soit publié en amont sur Internet, sur notamment Pixitrix Comics, ça aussi implique un rythme de travail assez important, avec une publication hyper régulière en ligne. Ouais. Comment tu arrives à mener tout ça? C'est quoi le rythme, en fait, dans ta semaine? Parce que... Ben là, ça a changé beaucoup. Dernièrement, je suis beaucoup plus. On dirait que je suis presque semi-retraité, là, mais. Pas encore. Non, je ne suis pas, là, mais c'est juste que présentement, j'ai un petit break, là. Mais je suis comme. Je suis quelqu'un qui. J'aime le deadline. Si j'ai pas un deadline, je finis pas mon travail. Alors, c'est bon que je m'impose un deadline. Alors, je dessine en général. J'écris et je dessine le strip, le comic strip. La soirée d'avant, puis aussitôt que j'ai fini, je le mets en ligne, puis c'est fait. Mais le fait que les lecteurs s'attendent d'avoir quelque chose de moi, je suis obligé de le faire. Alors, c'est comme ça que je fais. C'est pour ça que je réussis à le faire, sinon, je ne le ferais pas. Alors, je me fais un deadline. Puis, parce que si, comme ça arrive des fois que je travaille pour, mettons, Archie ou j'ai fait du Gem and Hologram, j'ai fait une couple de projets en dehors j'ai fait des projets pour d'autres éditeurs, mettons. Des coups pour Marvel, tu as fait pas mal de choses. Ouais, j'ai fait Money Shot, que je sais que vous avez sorti en français. Ouais. Puis, c'est ça, c'est des choses où le deadline est pas à tous les jours. C'est genre, OK, bon, pour une telle date, ça, faut c'est fini. Puis c'est comme là, des fois, tu as une tendance à niaiser dessus, tu sais, c'est comme. Alors, puis là, tu rushes beaucoup à la fin, là, tu sais, comme tu as une couple de jours, là, tu t'en fais beaucoup, puis tu dors pas, là, tu sais. Tandis qu'avec le webcomic, c'est quelque chose que je peux faire dans ma routine tous les jours, puis ça m'impose un deadline routinier. Puis c'est une bonne façon pour moi de fonctionner. Puis ça fait que je le fais, le travail, puis c'est fini, puis ça marche. Puis alors, pendant un bout, j'en faisais un à tous les jours. Je faisais ménage à trois jours par semaine. Je faisais Eerie Cuties 2 fois par semaine. Je faisais Magic Chicks 2 fois par semaine. So, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça faisait 16 jours. Alors, j'avais quelque chose presque tous les jours. J'avais jamais de journée de congé. Pendant une couple d'années, c'était juste ça. Là, je me réveillais, je faisais mes choses. J'ai une tendance à travailler la nuit. Alors, je fais les choses que j'ai besoin de faire durant le jour, mais le jour, je me réveille comme, mettons, à 1 heure, 2 heures d'après-midi. Alors, je faisais mon exercice, je fais tout ce que j'ai besoin de faire si j'ai besoin d'aller au magasin. Mais après ça, le soir, là, je commence à écrire avec David. On compare les notes, on donne ça à l'éditeur. L'éditeur, il sait qu'il faut qu'il regarde ça vers une telle heure. Ensuite, je m'organise que j'ai le script final vers peut-être 11 heures, minuit.
Puis ensuite, je travaille toute la nuit jusqu'à 7-8 heures du matin. Puis ensuite, je le mets en ligne, puis je vais me coucher. C'est comme juste ça. Tu n'attends pas le retour des lecteurs, tu vas te coucher. J'ai aucune idée qu'est-ce que les lecteurs vont en penser. Des fois, je fais des erreurs, puis je le corrige juste une fois que je me suis réveillé parce que j'ai été me coucher. Alors, j'ai aucune idée le feedback. Malgré qu'au tout début, j'étais une petite affaire plus... je m'organisais de finir vers 4-5 heures pour être capable d'avoir au moins 1 heure ou 2 pour aller vérifier comment que les lecteurs réagissaient, des choses comme ça. Mais à cette heure, non. De toute façon, ça ne changerait pas grand-chose. Ça ne changerait pas la direction de l'histoire. Avant, peut-être, j'aurais été peut-être influencé par ce que les lecteurs auraient dit sur l'histoire, mais plus à cette heure. Je fais confiance. Le fait qu'on ait déjà 3 têtes qui travaillent là-dessus, mettons, il y a moi, David, puis T. Campbell, je ne peux pas croire qu'entre nous 3, on n'est pas capable d'arriver à une décision sur ce qu'on pense que ça devrait aller, là, puis que, en général, des fois, on va peut-être se confronter, mais on fait des votes, puis s'il y en a 2 qui gagnent, ben, on s'en va d'une telle direction, là, c'est comme... Et il y a une différence pour toi dans l'approche de publier en ligne au départ et la publication en BD. Est-ce que ça te nécessite une réflexion particulière? Ah ben, j'aime mieux. En ligne, t'appelles ça du instant feedback. Tu as une réaction immédiate. Si tu veux l'avoir, tu vas l'avoir. C'est certain que avec les social media, ça a changé beaucoup. Là, c'est beaucoup moins. En 2000-2007, là, avant que le monde embarquait sur Facebook, puis les gens recherchaient plus les choses dans le temps. Ils allaient sur des sites web, ils allaient partout. Ils n'allaient pas juste dans leur feed de Facebook ou d'Instagram. Ils allaient chercher, ils allaient sur des sites web, ils allaient vraiment vérifier. C'est plus vraiment comme ça aujourd'hui. Puis, mais dans le temps, il y avait les forums, les gens discutaient dans les forums, puis il y avait des commentaires en dessous aussi des strips que je postais. Puis c'était vraiment le fun pour dire que c'était fun de voir la réaction. Le monde était vraiment engagé. Aujourd'hui, petite affaire moins, comme je dis, on est en train on se bat un peu avec les social media parce que c'est qui va avoir l'attention en premier. Il faut essayer de les arracher du social media pour venir lire qu'est-ce que tu as fait. Alors, c'est pour ça que je publie aussi un peu ma dernière BD sur Instagram, mais je ne sais pas si ça donne grand-chose. Les gens, c'est bizarre. Mais malgré tout, j'étais pas sur les social media, mettons, avant peut-être 2015, je pense, j'ai embarqué puis ça faisait déjà 5-6 ans que les gens étaient déjà tous sur les social media. Moi, je n'étais pas intéressé. Puis je suis encore vraiment pas intéressé, dans le fond. Je suis dessus, mais j'aime pas ça, là. Mais j'avais fait un Kickstarter en 2014. Ça a été mon plus gros Kickstarter que j'ai jamais eu. Je n'ai jamais dépassé ce Kickstarter-là. Puis j'étais même pas sur les social media. Alors, les gens qui disent « Ah, faut être sur les social media pour que ça fonctionne », j'ai pas vu. Ensuite, j'ai pensé, en 2015, j'ai embarqué sur les social media, j'ai pensé, hey, ça va être encore bien meilleur. Non, ça n'a absolument rien changé. Je pense que les gens qui m'ont découvert, qui ont commencé à me lire, mettons, en l'an 2000, ils m'ont juste suivi avec le temps, puis ça a juste accumulé. Les gens disent, comment tu as fait pour avoir tant de lecteurs que ça? Je pense que c'est parce que j'ai jamais arrêté. Puis au fil des ans, ça a juste accumulé. Puis ils ont resté. Dans le fond, c'est comme des lecteurs qui sont fidèles. Puis je peux leur faire confiance. Il y en a qui ont devenu mes amis. Je suis familier, je sais qu'est-ce qu'ils veulent. Je les connais quand je fais des Kickstarter avec eux, je sais quoi leur envoyer. Mais j'imagine que tu vis la même chose avec les bulles que tu fais.
comme une petite famille, mettons. Puis, c'est ça. Quand j'ai commencé à imprimer la série en print, en livre, au début, il n'y avait pas de Kickstarter. Alors, je faisais juste des pre-orders, mettons, avec des précommandes avec PayPal. Puis, éventuellement, quand que Kickstarter est devenu disponible au Canada, parce qu'au début, c'était juste aux États-Unis pendant longtemps. Là, j'ai décidé de l'essayer, puis ça a bien marché. J'ai été bien contente. Puis ensuite, j'ai continué avec ça. C'est ça qu'on fait, on met des histoires, des bonus stories, des histoires bonus qu'il n'y a pas en ligne. Alors, c'était de quoi qu'ils pouvaient avoir un extra, mettons. Les what if, par exemple. Oui. Puis ensuite, je ferai d'autres choses. Comme tu as vu, j'ai fait des figurines, je faisais des posters, toutes sortes de petites affaires. Exactement, c'est ça. Ça, c'était fait en Hong Kong par comment il s'appelle cette compagnie-là encore? Je ne me souviens plus trop. En tout cas, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des peluches, des plushie, toutes sortes d'affaires, des magnets, des buttons, des stickers, toutes sortes d'affaires. Tu as développé on parlait de Ménage à 3. Alors, Ménage à 3, pour le coup, c'est ta série la plus longue à ce jour. Oui. Elle a duré 10 ans. J'ai fait ça pendant 10 ans. Puis, 10 ans. Alors, je vais essayer de les montrer pour le coup. Tiens, attends, on va faire autrement. C'est donc en 3 tomes. Le premier dont je vous montre ici, le deuxième qui est ici, et le troisième qui donc est sorti ces derniers jours en France, et qui d'ailleurs a la particularité d'avoir une histoire qui se déroule en France. En France, oui. Voilà. C'était pour m'inciter à t'inviter à Quai des Bulles et que tu viennes en France. Oui. En passant, pour les gens qui pourraient peut-être être un peu mêlés si qui regardent pour les livres mettons en version anglaise, il y a 2 éditions. Il y avait mon édition. Moi, j'avais fait 10 volumes. Je sortais un volume par année. Mais rendu par le volume 6, c'est un peu, comment je peux expliquer ça? Udon Entertainment, qui publie beaucoup des livres d'art, des artbooks, surtout sur Street Fighter. Puis ils ont aussi fait des séries de Street Fighter. Ouais. Eux autres sont basés, la compagnie est basée aux États, mais les propriétaires sont au Canada. Le propriétaire est au Canada, puis la personne que moi je faisais affaire avec, il y a vraiment comme 2 gars là, qui travaillent beaucoup chez Udon. Puis un que moi j'étais beaucoup ami avec, c'était Matt Moylan. Puis Matt Moylan, lui aussi, il faisait un peu de webcomic. Ça s'appelait Little Formers. C'était une affaire avec. Il était un gros fan des Transformers, puis il avait fait des petits mini Transformers. Puis lui, moi, je l'avais approché quand j'avais fait ma première année de strip en ligne, puis je voulais aller imprimer Ménage à 3. Je l'avais approché Udon parce que j'étais ami avec Matt Moylan. Puis j'avais dit, penses-tu que vous pourriez peut-être imprimer ça, le publier? Il dit, je pense que tu ferais bien plus d'argent si tu le ferais par toi-même. Puis il dit, tu pourras garder tous les revenus pour toi. Alors j'ai dit, OK. Alors je l'ai fait par moi-même. Puis finalement, il n'y avait pas tort. J'ai fait plus d'argent parce que je gardais tout l'argent. Puis, j'avais pas besoin de diviser ça. C'était juste moi puis David, puis c'était tout, là, tu sais. Ensuite, quand on était rendu par le volume 5 ou 6, il était là, il dit, j'ai gaffé, il dit, j'aurais dû les sortir. J'aurais dû prendre des sous. Alors, il dit, peut-être on devrait les sortir en omnibus, deux dans un. Alors, Udon a décidé de les sortir 2 dans 1. Moi, j'ai continué à sortir des séries, les volumes à chaque année. Puis, eux autres, une fois qu'ils avaient rattrapé, ils sortaient 2 volumes. Puis, c'est la version sur laquelle on se base, qui est le double. C'est pour ça que la version Udon est 5 volumes.
ma version était 10 volumes, puis la version de Comics Initiative est 5 parce qu'elle suit la version de Udon. Voilà, donc là, on voit la couverture, tu vois, hop, du 4e volume. Et puis, tant qu'on les couvertures, pour moi, sont un peu plus belles avec Udon parce que je les ai fait quand que mon dessin était un petit affaire plus raffiné, mettons. Je m'avais trouvé un peu plus, parce qu'au début, quand quelqu'un commence à lire, c'est un peu comme, je ne sais pas si tu as déjà lu les premières comics de Garfield, mais Garfield, quand il a commencé en 78, il ne se ressemblait pas du tout, là, tu sais. Il est devenu... c'est un peu la même chose avec moi, avec Ménage à trois. Au début, c'est pas que c'était mauvais, rien de ça, c'est juste que ça se ressemble pas tant que ça. Quelqu'un pourrait peut-être penser que c'est quelqu'un d'autre qui dessine, mais c'est moi, là. C'est juste que ça a changé un peu avec le temps, là, tu sais. Mais c'est pour ça que j'aime un peu plus les couvertures sur les éditions de Udon puis de Comics Initiative. qui, pour le coup, sont plus récentes aussi. Donc, c'est aussi pour ça que ça te permet tout ça. Et je suis en train de regarder. Et donc, pour le coup, en dehors de Ménage à trois, je ne vais pas réussir à retomber sur ce que je veux. C'est pas grave. Ah, voilà, si c'est d'autres là. Non, bon, on fera après. Comme on le disait tout à l'heure, tu as continué en fait à étoffer l'univers autour de la série. Alors, on parlait de Sandra on the Rocks que tu avais pour le coup confié à David, hein, qui donc se centre autour du personnage de Sandra. Si j'arrive à importer une image, je vous la montrerai notamment. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire le plus vite possible, évidemment. Et avec les aperçus compliqués, c'est très compliqué. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Bon, bref, peu importe. En tout cas, voilà, Sandra on the Rocks. Attends, tiens, je vais ruser, je vais faire autrement. Et aussi également Sticky Dilly Buns, qui donc cette fois-ci se focalise sur le personnage de Dylan. Tiens, hop, on va essayer de la mettre en grand. Est-ce que je peux? Hop, ça, c'est... Dans les deux cas, c'était des personnages qui se retrouvaient dans des situations... je veux pas, dans le fond, comment je peux dire ça? Je veux pas faire des spoilers, je sais pas comment vous dites ça en français. Ouais, spoiler alert. Des spoilers alert. Il y a des événements qui arrivent dans l'histoire qui faisaient que, on dirait que ça faisait du sens dans le cas, mettons, de Sandra, elle se retrouve, l'histoire l'amène à Paris, puis on ne pouvait pas nécessairement, elle ne pouvait plus vraiment interagir avec les personnages de Ménage à trois qui étaient à Montréal, alors on a pensé, on va faire une série de Sandra, tant qu'elle est, elle se retrouve à Paris, on va en profiter pour faire une série avec elle à Paris. C'était pour ça qu'on avait décidé de faire cette série-là. Dans le cas de Dylan, même chose pour lui. Il se retrouve dans une situation où il déménage avec Amber, qui est une ex-porn star, dans l'histoire de Ménage à trois. Puis, on dirait pour moi, ça avait juste... on dirait ça revenait à une nouvelle situation où quelqu'un vit dans un appartement. C'était comme un autre Ménage à trois qui recommençait parce que j'avais l'idée de rentrer la sœur de Amber dans l'histoire. Puis c'est ça, Ruby. Puis Ruby, elle est comme l'inverse de sa sœur. Sa sœur qui était une ex-porn star, elle, le sexe, ça ne la dérangeait pas du tout. Ruby, au contraire, elle est très dérangée par ça. Elle est vraiment, on dit en anglais, she's prudish. Elle est comme vraiment, c'est ça, prude. Des fois, c'est le même mot, hein, on ne sait pas. Je suis française, mais ma tête est moitié-moitié. En tout cas, c'est ça. Alors, je trouvais l'idée intéressante d'avoir deux personnages qui étaient vraiment différents envers le sexe, mettons. Puis Dylan, mais lui, c'est quelqu'un qui a lu Ménage à trois comprend que Dylan est un personnage qui est très intéressant. Il est très comique.
Alors, pour moi, je ne pouvais pas résister. J'ai pensé, ben, je vais en profiter pour faire quelque chose avec Dylan. Je trouvais qu'il était, dans Ménage à trois, il était, comment je peux dire ça? Je ne sais pas si je peux dire ce mot-là, mais il était un cock blocker. Il était, il était là pour, on dirait qu'il était tout le temps, il avait son rôle était d'être dans le chemin, mettons, de Gary ou parce que dans le fond, il le voulait pour lui-même. Alors, il était tout le temps comme dans le chemin. Alors, je trouvais que c'était comme genre, c'était de valeur pour lui que c'était ça son rôle. C'était comme, C'est wow, quelqu'un qui casse les couilles. Comme on dit, casse les couilles. Pas les couilles, mais les coups. C'est ça, on dirait il y avait plus que ça à Dylan, tu sais. Je veux dire, il y avait quand même une histoire avec lui, alors j'ai décidé de faire quelque chose avec lui. Puis le personnage, mais je l'aimais le personnage, alors je voulais faire quelque chose avec lui. Tandis que David, lui, il était vraiment intéressé avec Sandra. Alors on a tous les deux dit, OK, ben toi, fais celle-là, moi je vais faire celle-ci. Puis c'est comme ça qu'on a continué. Ça, pour information, c'est des volumes qu'on vous proposera bientôt. Hein. Peut-être pas, on réfléchit à franciser le titre Sticky Lily Buns, qui est un petit peu compliqué à appréhender si on ne connaît pas les expressions anglophones, on peut dire. Et pour le coup, il y a aussi une chose qui est en cours de ton côté. Est-ce que ça, tu peux en parler, Gisèle, le fait que, notamment, un de tes récits est en cours d'adaptation en live, pardon. Pour le live action, moi, Sticky Dilly Buns, je travaille avec un studio à Toronto. Je ne suis pas à Toronto en passant, je suis encore au Nouveau-Brunswick, mais je travaille avec un studio à Toronto qui s'appelle Fast Motion Studios. Puis j'ai rencontré, quand je fais des conventions, je fais souvent elle de Toronto, qui est à la fin du mois d'août, c'est le Canada Fan Expo. Puis c'est la plus grosse convention de bande dessinée comic books au Canada. Puis j'avais rencontré Paul Rapowski. Puis Paul Rapowski, lui, c'est un gars qui a un studio qui s'appelle Fast Motion Studio. Eux autres, ils font beaucoup de, mettons, lui, son background est dans les stunts. Il fait mais aussi, il fait aussi du producing, puis il va mettre les gens ensemble pour faire des projets. Il a fait plusieurs projets. Déjà, c'est tout en anglais. Mais en tout cas, lui était beaucoup intéressé dans le fond, dans tout ce que je faisais avec Pixie Tricks. En passant, Pixie Tricks Comics, c'est le nom de ma maison d'édition, mais c'est aussi le nom d'une bande dessinée que je fais si jamais quelqu'un est mêlé. Là, mais je dis Pixie Tricks parce que c'est comme mon genre de umbrella de tous les projets un parapluie, je ne sais pas si vous dites ça en français, là, mais où ce que je mets tous mes projets sont en dessous de Pixie Tricks. C'est ça. Lui, il était intéressé de faire du live action. Il aimait beaucoup Ménage à trois. Puis il voulait faire ça. Il disait, on devrait faire une série avec ça, quelque chose, soit une série en animation ou du live action. Puis on a commencé à discuter. Puis présentement, en Chine, ils aiment beaucoup les vertical dramas qu'ils appellent. C'est des gens c'est des histoires que tu regardes sur ton téléphone en mode vertical, puis mettons sur TikTok, mais c'est un petit vidéo qui dure comme 2 minutes, puis là, le lendemain, tu vas avoir la suite, puis là, le lendemain, tu as la suite, mais des fois, tu peux payer pour, si tu veux le lire tout de suite, là, tu ne veux pas le lire, mais le regarder tout de suite, ils vont te faire payer pour voir plus de contenu. Alors, on a des investisseurs chinois qui sont intéressés dans le vertical drama, puis bizarrement, ils aiment ça quand c'est en anglais, puis ils vont avoir de la traduction chinoise en dessous. Alors, pour nous autres, on a décidé d'utiliser ça comme un genre d'une façon de faire une série. On va le filmer en widescreen, mais il va quand même avoir un genre, on va avoir de template, on va savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse sûr que ça rentre pour le téléphone, mais on va quand même avoir le widescreen qui veut dire qu'on peut l'utiliser de plusieurs façons. On va commencer par le montrer en vertical drama, mais ça va tout être capable de se mettre ensemble
pour devenir, mettons, un épisode d'une heure ou dans le genre. Là. Mais ça donne bien pour nous, c'est que, dans le fond, mes séries fonctionnent de cette façon-là. C'est quelque chose que les gens lisaient à tous les jours. Il y avait une page, mais ça se suivait. Alors, je pense que ça va fonctionner en vertical drama pareil, parce que ils vont être capables de regarder un petit épisode, le lendemain, ils vont avoir un autre petit épisode, puis ça va se suivre, puis ça va quand même fonctionner, puis une fois que tout ça va être mis ensemble, je pense que ça va marcher pareil. Alors, comme que ça marche dans un livre, il y a des gens qui ont découvert ça avec le livre, puis ils le lisent tout d'un coup, ça marche. Alors ça marche, soit tu le lis tout d'un coup, ou tu le lis une page à la fois, une fois par jour. Il y en a des fois, ils veulent juste lire, mettons, une douzaine de pages, ils arrêtent. Je pense que ça va être un peu la même chose avec le live action. Alors, on commence avec Sticky Daily Buns, principalement parce que c'est ma série la plus courte. Puis, on veut faire... c'est un genre de test run. Tu sais, comme on veut... on veut juste se pratiquer à faire le format, comprendre comment ça marche, essayer des choses, expérimenter. On veut tout faire avec cette petite série-là. On veut essayer toutes sortes d'affaires pour voir qu'est-ce qu'on veut garder. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne met pas tout notre effort dedans. C'est dans le fond, on en met beaucoup d'efforts parce qu'on essaie de... On veut expérimenter, on veut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis c'est un petit projet, dans le fond, parce que la série est courte, ça ne sera pas trop long. Puis on va être capable si, mettons, qu'il y a des petites choses qu'on voit qui n'ont pas bien marché, quand ça va être le temps de faire, mettons, Ménage à trois en live action, ben, on va être plus prêt. On saura qu'est-ce qu'il faut qu'on fait comme il faut, mettons, là, tu sais. Alors, ouais, c'est ça que c'est. On a déjà fait le casting pour Sticky Daily Buns. On est juste en train d'attendre pour d'avoir le location. Le studio que Fast Motion, parce qu'on veut utiliser c'est ça qu'ils appellent un wall, un mur. C'est pas un green screen, c'est un genre de mur où il y a quelque chose dessus. Il est en arrière des acteurs. Tu penses que les acteurs sont là, mais ils ne sont pas là. C'est un écran qui est en train de montrer quelque chose. Ils font beaucoup ça avec les films de Marvel, mettons. Ils font des dômes, puis c'est tout. Tu vois un background comme si ils sont vraiment, je sais pas, dans un désert, mais ils ne sont pas là. C'est juste une image c'est juste tellement bien placé que tu penses qu'ils sont dans un local, mais ils ne sont pas là. Alors, on attend pour. On était supposé d'aller à un certain local. Là, ça a été changé. Là, on a un autre qu'on est supposé utiliser. Là, on est supposé faire des tests dans les prochains jours. On commence avec des tests, puis ensuite, de là, on va probablement filmer. Ça va être fait assez vite. J'espère qu'on va être capable de voir ça au début, dans la première moitié de 2026. Puis si tout va bien, ben de là, ça va débouler. Si ça va bien, ça déboule, puis on fait Ménage à trois, on fait Sandra on the Rocks, on fait Pixie Trick Comics, on les fait toutes, là, tu sais, c'est comme... Va falloir que tu te remettes à bosser tous les jours, là, pour nourrir les adaptations à venir. Ouais, c'est ça. Ben là, je veux dire, j'ai quand même assez... on a beaucoup de projets, alors j'en ai quand même pour longtemps. Là. Ménage à trois pourrait durer quand même un bout. Puis qu'il faut, on fera des nouvelles histoires pour le live action, si c'est ça, ça prend. Dépendamment de la popularité, si ça a bien pogné, c'est quelque chose de nouveau, dans le fond. C'est un peu comme les webcomics. Quand j'ai commencé, c'était nouveau. Puis ça ici, c'est nouveau aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être utilisé dans quelque chose qui était traditionnel, comme dans le fond, Ménage à trois qui a commencé en ligne, a quand même été imprimé dans quelque chose qui est devenu traditionnel. Alors, on essaie de faire la même chose avec les vertical dramas. On essaie quelque chose qui n'est pas traditionnel, mais on le filme d'une façon qu'on peut l'utiliser d'une façon traditionnelle. Puis, alors, on va avoir toutes les portes ouvertes. Puis, c'est ça qui est l'approche toujours. Tiens. Je terminerai sur le côté spin-off en disant que il y a aussi des petits exercices où vous vous amusez
toi et David, à créer des petits récits, on va dire, vraiment what if. Alors, il y a un récit qui ne l'est pas, qu'on proposerait aussi, qui va apparaître, c'est The End of Troublemakers, qui, pour le coup, là... Ça, c'est pas ça, c'est vraiment ça, c'est pas un what if, c'est vraiment une histoire qui se passe. C'est une fois la série terminée. Je ne vais pas dire les spoilers de Ménage à trois, là, mais une fois la série terminée, Z se retrouve sur le chemin, on the road, mettons, avec son band, son groupe de musique. Puis on a fait une histoire là-dessus. Elle se rend à Vancouver. Puis on fait une histoire à Vancouver. Mais ça, je l'ai écrit avec. Je pense qu'il s'appelle Scott Duval, mais c'est Steven Scott. Il y a un nom de plume, puis son vrai nom. Là. Mais Scott Duval, Steven Scott, qui travaillait chez Archie, puis que j'ai fait un one-shot avec lui, avec Eric Ulysse. C'est avec lui que j'ai fait le projet parce que lui aussi aime la musique. Moi, j'aimais la musique. Alors, c'est comique. Chez Archie, chez Archie Comics, le projet le plus populaire que j'ai, la BD maintenant que j'ai travaillé, qui est la BD le plus populaire avec eux, c'était Archie Meets Ramones, le groupe Ramones. Puis Alex Segura, qui a coécrit avec Matthew Rosenberg, lui, c'est un musicien. Bon, moi, je suis musicienne aussi. Alors, tous les deux, on voulait travailler sur quelque chose qui avait de la musique. Tandis que Steven Scott, qui a aussi travaillé chez Archie, lui aussi était musicien. Alors, on voulait travailler tous les deux sur quelque chose qui avait de la musique. Alors, on a fait The and the Troublemakers. Puis, ça va finir par charger, voilà. Hop, le Archie Ramones que l'on voit ici. C'est ça. Voilà. Donc, tu t'es fait plaisir. Les Ramones, c'était un groupe que tu aimais bien pour le coup? Ah oui, j'aimais beaucoup les Ramones. J'écoutais les Ramones. J'aime beaucoup de groupes, mais les Ramones faisaient partie des groupes que j'écoutais. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible à faire sûr que je suis quelqu'un qui est très... Quand ça vient aux instruments de musique, j'essaie d'être parfait. Là. C'est comme... je veux que les guitares là, sont parfaites. Je suis vraiment anal avec ça. Là. C'est comme... surtout chez Archie, parce que puis des fois, je me moque, je ris avec eux. Les autres artistes que je connais bien chez Archie, comme Dan Parent et Fernando Ruiz, je leur dis, là, bon, parce que des fois, mettons, eux autres sont prêts à dessiner une histoire de Josie and the Pussycat, puis ils vont dessiner des guitares, mettons comme Fernando Ruiz, il va m'envoyer, puis là, qu'est-ce qu'elle a dans ma guitare, là, tu sais, il va m'envoyer une image de comment il a dessiné les guitares. Non. C'est comme, tu vas être obligé de mettre un peu plus d'effort, là, tu sais. C'est comme... des fois, ils sont comme gênés de me montrer comment ils ont dessiné une guitare, parce qu'ils savent que je suis vraiment comme, il faut qu'elle est parfaite, là, tu sais. J'ai eu du fun avec ça. La veuve du guitariste, là, Johnny Ramone, elle était vraiment spécifique avec. Il fallait vraiment que Johnny Ramone, là, il était parfait. Là. Je veux dire, c'était son mari, là, dans le fond, là, mais son focus était vraiment sur lui. Là. Je m'en rendais compte. Alors, je faisais sûr que Johnny, là, il fallait qu'il était parfait. Là. C'est toute sa pose, la manière qu'il se tenait, il fallait que c'était Johnny. Là, tu sais. Et il y a eu, des petits, comme ça, petites... Ça, c'était... moi, je suis une grosse fan de Walking Dead. Alors, je voulais avoir quelque chose avec des zombies. Puis, quand je peux expliquer ça, j'aime beaucoup l'horreur, mais je ne suis pas quelqu'un qui peut vraiment le dessiner ou même l'écrire plus qu'il faut. Alors... mais David, lui, il était vraiment... ça l'intéressait. Alors, il a écrit l'histoire. Puis, on a eu Fernando Ruiz qui travaille chez Archie pour faire parce que lui, il avait dessiné Archie versus Predator. Puis, il y avait de l'horreur là-dedans. On a pensé, ça serait quelque chose de bon pour lui. Alors, on lui a donné à lui à faire. Puis, il y a eu du fun. L'histoire est tellement... la fin m'a fait tellement rire. Là, parce que moi, je ne l'ai pas écrit, alors je pouvais le lire comme quelqu'un qui n'avait pas travaillé dessus. Là.
Puis j'ai vraiment aimé la fin, c'était trop comique, en tout cas. Et puis il y a eu les demi-Yuki. Ouais, ça c'est quelque chose qui est. Je sais pas où ce que vous êtes rendu avec. Si, je ne veux pas faire de spoiler, mais en tout cas. Yuki veut faire de la bande dessinée ou du manga, comme que Gary veut en faire aussi. Puis dans le fond, ça, c'est l'histoire que Yuki aurait aimé faire. Alors, c'est ça que. Dans le fond, c'est l'histoire de Yuki, mais quelqu'un peut lire ça puis pas savoir que c'est connecté, mettons, à Yuki. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? D'ailleurs, ça ajoute un petit côté méta à l'univers en fait que vous avez. Oui. Mais d'autres, on fait ça avec plusieurs, comme même présentement avec Pixie Tricks Comics. C'est ce que j'allais dire. C'est indirectement la suite, entre guillemets. C'est ça. Ça suit. C'est principalement le magasin que Gary fréquentait, le magasin de BD, de comics qu'il fréquentait. On a fait, au lieu d'être dans l'appartement de ménage à trois, on a continué dans le magasin de comics. Puis il y a des personnages. On voit Logan pile au milieu, là, tout au fond. Oui. Puis ici aussi, il y a deux personnages qui est de Sticky Dilly Buns. Comme Ramona vient de Sticky Dilly Buns, Julian vient de Sticky Dilly Buns, puis lui qui tient la porte, ça c'est c'est Aaron qui était dans Ménage à trois. Mais dans Ménage à trois, on ne le voit pas beaucoup. Il est juste dans le magasin de comics. C'est lui qui est, pour quelqu'un qui a lu Ménage à trois, là, qui est là quand Z va embrasser Didi pour la première fois, là, il est là. C'est comme, il était tout, mais il est plus jeune. On l'a vieilli un peu. Puis ça, c'est le même personnage. Ensuite, Gary va apparaître des fois, là, Didi aussi, mais dans Pixie Tricks Comics, il y a aussi Tracy qui est là, qui est dans Ménage à trois, on la voit en arrière. Là. En tout cas, il y a des personnages dans Ménage à trois qui vont apparaître plus tard. Alors, je ne sais pas où ils sont rendus. Il y en a que peut-être que les lecteurs, ils les ont peut-être pas vus encore, mais ils vont finir par les voir, puis ils vont se rendre compte qu'il y a des personnages de Ménage à trois qui apparaissent dans Pixie Tricks Comics. Et dans Pixie Tricks Comics, malgré qu'ils travaillent dans un magasin de comics, ils ont devenu aussi une maison d'édition, puis ils font leur propre comics. Alors, ils travaillent sur de la bande dessinée, puis les bandes dessinées qu'ils font dans l'histoire, on les fait nous. Alors, c'est un peu comme le Space Captain Yuki. Alors, on fait plusieurs. On a développé un petit univers de super-héros. Puis, on publie ça aussi en même temps. Alors, on s'amuse. Ça nous donne la chance de travailler sur toutes sortes de projets, toutes sortes d'idées. On n'est pas pris dans un genre, mettons. Comme mettons les zombies, on voulait faire des zombies, on a fait des zombies. On veut faire quelque chose de super-héros, on va faire du super-héros. Comme mettons, j'ai fait une série qui s'appelle Infernica Sin. Puis Infernica Sin, Carmen Camellia, ça c'est dans Sandra on the Rocks. Quelqu'un qui lit Incredibles, on a fait ça dans Pixie Tricks Comics. Ça c'est principalement Didi. Ultraluminal, ça c'est c'est notre Justice. Terminé. Pardon? Je ne te laisse même pas terminer, j'enchaîne en montrant tous les. Oui, c'est ça. Ça, c'est Ultraluminal, ça c'est comme notre Justice League ou notre Avengers, mettons. Là. Mais on utilise les personnages de Ménage à trois ou de Pixie Tricks pour faire les super-héros. Parce que dans le fond, eux autres, quand ils travaillent dessus, ils veulent avoir des genres de modèles pour utiliser pour faire les personnages. Alors, Didi devient Incredible. Mais les gens qui voudraient lire Incredible, ils n'ont pas besoin d'avoir lu Ménage à trois ou d'avoir lu Pixie Tricks. Ça se tient par soi-même. Ça devient son propre univers. Mais quelqu'un qui a lu Pixie Tricks Comics Ménage à trois va savoir qu'on a utilisé Didi comme modèle. Dans le fond, on utilise la technique de Tezuka, le Tezuka Star System. On utilise nos personnages comme des acteurs, on les met dans d'autres rôles. On les utilise un peu partout, mettons.
Un peu comme American Horror Story, où les acteurs changent les acteurs récurrents passent C'est ça. d'un rôle à un autre. C'est ça. So, dans l'univers d'Ultraluminals, Didi est Incredible, puis elle est complètement un autre personnage. C'est pas Didi, là, tu sais. Mais elle a physiquement, c'est le même acteur, mettons, la même actrice. Puis c'est ça, moi, comme mettons, moi, j'aimais beaucoup Vampirella, mais je voulais avoir ma propre petite version de Vampirella. Alors, j'ai fait Infernica Sin. C'était des petites choses comme ça. Ça me donne la chance de faire des choses que peut-être j'aurais pas eu la chance de faire, malgré que j'ai fait des couvertures pour Vampirella. J'ai pas. Je pourrais pas vraiment faire du Vampirella exactement comme que je le voudrais parce que c'est pas vraiment. Ça m'appartient pas, Vampirella. C'est quelqu'un d'autre. Là, alors, si j'ai ma propre version avec un twist, ben là, je peux faire ce que je veux avec. Là, et puis hop, la voici, la série Infernicacine. Ouais. Ça, c'est pas une vampire, mais c'est une succubus. Une succube, c'est-tu qu'on dit ça en français? Une succube? Hein? Okay. Ouais, une succube. Succube. Je suis en train d'améliorer mon français. Je me rends l'image parce que je me suis trompé en la supprimant beaucoup trop vite. Voilà. Et là, à nouveau, en fait, sur ces univers à côté, comme dans Ménage à 3, Pixitrix Comics, tu fais duo avec David ou selon l'occasion, on peut voir des intervenants comme Fernando Ruiz qui interviennent pour illustrer. La formule, en gros, continue de fonctionner, de tourner. C'est ça. C'est comme ça que j'aime fonctionner. Si je pense que je peux le dessiner, ben, je vais le faire si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, on va trouver quelqu'un d'autre pour le dessiner. Pour l'écriture, ben, ça va dépendre. Des fois, je coécris avec David. Des fois, c'est juste lui. Des fois, c'est juste moi. Ça dépend des projets. Mais même si, mettons, c'est David qui aurait tout écrit, c'est pas comme si que j'arrive. C'est quelque chose qui marche pas avec moi. Je veux dire, j'ai mon mot à dire, là. Parce qu'à la base, j'ai quand même créé le personnage, alors j'ai un certain contrôle. Mais je respecte David. On se respecte, dans le fond. Là. On sait qu'on veut faire ce que tous les deux et soient contents du projet, du produit final, mettons. Puis, c'est ça. Oui, j'ai commencé un autre projet avec aussi Alex Segura, que là, on va voir si ça va. Je devrais avoir des nouvelles là-dessus dans la nouvelle année, parce que là, on l'a présenté à une couple d'éditeurs, puis il y a un éditeur particulier qui est intéressé, alors je vais attendre pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire, si que ça va aller de l'avant ou pas. Si jamais ça ne va pas de l'avant, je vais probablement faire un Patreon, puis passer à travers le Patreon pour commencer, parce que en ligne, ça va un peu moins bien qu'avant. Comme j'ai dit, on se bat avec les social media pour essayer d'avoir l'attention. Ouais. On voit quand même que l'évolution des réseaux fait que ce qui touchait le plus de monde par le passé, aujourd'hui, on touche moins. Et j'aime bien dire aux gens qui viennent nous voir quand on nous parle de Facebook, d'Instagram ou de n'importe quel autre média, c'est de ne pas hésiter aussi à liker, comme on dit, partager, s'inscrire sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, Twitch aussi, quand on y est. Parce que mine de rien, les algorithmes sont tellement mal fichus que si on ne suit pas, si on ne marque pas de sa présence ou de son intérêt ou de son désintérêt parfois, et ben pour le coup, on se retrouve finalement à avoir quelque chose qui se réduit, alors qu'en réalité, les lecteurs attendent des nouvelles aussi des auteurs, des créateurs, puis certains livres aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à toujours soutenir, en tout cas, et marquer qu'on aime les choses sur les réseaux sociaux. Alex Segura, je voulais préciser, c'est notamment un scénariste qui bosse beaucoup qui a fait beaucoup de titres Archie, hein, si je ne dis pas de bêtises, Gisèle. Ben, il était coprésident, je pense, chez Archie pendant un bout. Il avait travaillé aussi chez DC Comics pendant un bout. Ensuite, il était chez Archie. Il est retourné chez DC. Il est retourné chez Archie.
Ensuite, il était chez Oni Press. Puis là, Ouais. à ce temps, il est tout seul. Il est écrivain. Il va écrire des livres, mais il écrit aussi pour de la BD, mettons. Il a travaillé un peu pour Marvel. Il a travaillé. Je pense qu'il est en train d'écrire Dick Tracy, ça se peut-tu? Il aime beaucoup les choses qui est sur. Comment je peux expliquer ça? Un peu pulp, un peu rétro. Un peu polar, mettons. Je pense que vous dites un peu comme des détectives, un peu. Puis moi, ben, j'aimais beaucoup Tif et Tondu. Je sais que je sais pas ce qu'ils en font encore des Tif et Tondu, mais j'aimais beaucoup Tif et Tondu. Puis, En tout cas, c'est disponible. pardon? C'est toujours disponible, c'est réédité pour que Mais ce soit. ils en font-tu des nouveaux Tif et Tondu ou c'est. Non, non, je crois pas. Enfin, Non, je pense pas, hein. Non, c'est ça. je vais vérifier quand même avant de dire une bêtise, mais pour moi, la série est terminée Ça fait. depuis. Je sais qu'ils avaient quelqu'un d'autre qui l'avait dessiné pendant un bout, là. Puis c'était bon. Moi, je l'ai lu, je n'ai lu beaucoup de Tif et Tondu. Alors, j'ai tout aimé les côtés polar, détective, puis. Ouais, il y a eu Alors, un album de Blutch, ouais, dessiné par Blutch. Puis hum, après, c'est tout. Et après, ouais, non, il y a eu Will qui avait dessiné Tilieu, évidemment, mais ouais, non, le dernière nouvelle, il y avait eu un album il y a quelques années avec Blutch dedans. Voilà. Bon. quelle année c'était? Je crois que c'est 2019, si mes Ah, infos ne sont pas erronées. Donc ça. hum, Non, non, si, non, non, je dis pas de bêtises. hum. Bon, voilà. Faudrait que je vérifie ça. Mais ouais, c'est ça. Alors, je travaille avec lui. Moi, je voulais avoir de quoi un peu, avec un peu de mystère dedans. Mais bien sûr, moi, je peux pas. J'ai une tendance à. J'ai un petit côté. Il y a tout à du sexe dans qu'est-ce que je dis, dans qu'est-ce que j'écris. Je sais pas pourquoi, mais le côté sexuel apparaît. Les jokes sexuels apparaissent. On dirait qu'il n'y a rien que je peux faire. Si j'écris, si je suis impliqué dans l'écriture, c'est certain il y a quelque chose de sexuel qui va apparaître. Ça, je sais pas, là. Je blâme ma mère parce que ma mère, elle avait une tendance à amener des gags de Playboy où ce qu'elle travaillait, par fax, les gars qui travaillaient là, où ce qu'elle travaillait, ça envoyait des gags par fax qui étaient des jokes de Playboy. Puis elle met ça à la maison, puis moi je lisais ça, puis je trouvais ça super comique. Alors je pense que c'est elle qui m'a amené à faire des jokes cochonnes. Alors, c'est la faute à ma mère. Euh, Voilà. c'est sa faute. Mais ça ne dérange pas, c'est bien. Elle trouve ça comique aussi, ça, c'est ça qui est important. Puis, ouais. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai travaillé sur Money Shot. Là. Je pense que Tim Seeley, je pense que quand il m'a approché pour ça, il savait que Sherry, qui est Sherry Pop-Tart, je pense qu'il l'appelait Hank Sherry à ce temps. Mais c'était une BD un peu comique, mais c'était cochon. Puis il m'avait approché parce qu'il savait que le personnage était dedans. Ça avait un petit look Archie, alors j'ai pensé, bon, ben, c'était peut-être un projet qui m'allait bien, mettons. Et donc Money Shot, ouais, donc qui est arrivé, qu'on a publié donc à la fin du mois d'août en France. Donc le quatrième volet, qui est presque un volume indépendant en fait, hein, comme qu'on peut lire sans avoir connu les précédents. Mais ils l'ont Et sorti qui, comme un. Quand ils l'ont sorti en single issues, mettons, c'était nouveau. C'était un nouveau issue 1, numéro 2, numéro 3. un reboot. Mais quand ils l'ont fait en la collection, le trade paperback, mettons, là ils ont suivi ils l'ont mis numéro 4. Ça aurait pu être par soi-même. Dans le fond, quelqu'un pourrait lire ça sans avoir lu Les qu'est-ce qu'il y a précédents avant. albums. Mais je recommande quand même de lire les premiers parce qu'ils sont bons. Là. Mais, ouais. Alors du coup, Tim Seeley, tu le connaissais notamment parce qu'il avait fait enfin moi je sais qu'il avait fait une illu, notamment pour Ménage à trois, qu'on retrouve dans ton artbook. Mais tu le C'est connaissais? ça. Lui, ben, il connaissait Ménage à trois. Il était un gros fan de Ménage à trois.
Puis moi, je savais qu'il aimait Ménage à trois. Alors, je l'avais approché pour... quand c'était le temps de faire un artbook pour Ménage à trois, je l'ai approché pour avoir quelque chose de lui. Je lui dis, serais-tu intéressé de faire de quoi pour mon artbook? Puis elle dit, oui, mais on a fait un échange. Alors, lui, il a fait de quoi pour moi, puis moi, j'ai fait de quoi pour lui. C'était pour une de ses séries, Bonnie... comment ça s'appelle? Bonnie quelque chose? Je ne sais plus trop. Oui, je me demande si c'est pas la série faite avec... je regardais sur mon... Love, Bonnie and Elle, peut-être, non? C'est pas ça? Document. Je vais aller voir. Je l'ai peut-être, moi, ici. Et puis, en attendant, je peux vous montrer l'illustration qu'avait réalisée Tim. Il est pour... Hop, on retrouve dans l'artbook de Gisèle. Hop. J'ai des vues très sympas dedans. Hop. Et pour le coup, Money Shot, donc un tome autonome sur lequel on va retrouver le casting de nos 5, comment on les a appelés déjà, sexplorateurs, voilà. Ouais. Et, moi, j'ai pas encore lu la version française, alors je ne sais pas s'ils ont gardé les mêmes noms ou quoi. Ou... Garder les noms anglais, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on appelle l'équipe les sexplorateurs. Les sexplorateurs, ok. Et pour le coup, là, c'est un univers qui était... Alors, tu as le cas aussi pour Archie, quand tu dessines du Archie ou quand tu fais des couvertures pour d'autres univers de personnages Marvel, par exemple. Comment tu appréhendes des personnages existants? Est-ce que toi, c'est facile de reprendre des designs, des approches graphiques qui ne sont pas les tiennes à l'origine? C'est dur d'expliquer. Ça donne bien qu'en général, on m'approche pour des choses qui savent que je pense que je devrais être confortable. Comme dans le fond, dans le cas de Monisha, c'était des personnages que j'ai pas eu de difficulté à comprendre, à rentrer dans leur tête, mettons. Alors, si je peux pas rentrer dans leur tête, pour moi, ça devient difficile à faire l'expression. Parce que quand je dessine, je veux vraiment avoir l'expression faciale, les mains. Pour moi, c'est important on dirait que tu ressens que c'est la personne. Tu sais. Puis j'ai pas eu de difficulté avec Money Shot. On dirait que c'était... je sentais comme si c'était des personnages que j'aurais pu avoir créés moi-même. Alors, j'avais aucune difficulté à travailler sur Money Shot du tout. Peut-être qu'il y avait des situations qui étaient moins quelque chose que j'étais familier avec. Mettons, on se retrouvait dans l'espace. Je ne suis pas quelqu'un qui avait dessiné quelque chose. Je n'étais pas quelqu'un qui dessinait des séries qui se passaient dans l'espace. Alors, c'était de quoi de nouveau pour moi. Alors, j'ai fait du mieux que je pouvais. Dans le cas des choses, mettons, comme Archie, ben, je suis vraiment familier avec. J'ai grandi sur Archie, alors c'est vraiment facile pour moi de dessiner. Je sais comment que les personnages pensent. Jem and Hologram, c'était la même chose. J'avais vu Jem and Hologram quand j'étais plus jeune à la télé, la série animée. Excepté dans le cas de Jem and Hologram, malgré que je n'étais pas inquiète de comment que les personnages étaient, il fallait que je suive quand même le design que la personne originale avait fait dans le premier tome. C'était vraiment flyé. C'était Sophie Campbell qui avait fait les designs. Puis c'était quelque chose qui était beaucoup plus extrême que qu'est-ce qui était fait avec l'animation des années 80. Il y avait un côté un peu plus japonais, je trouve, dans l'esthétique, kawaii. Ouais, tandis que moi, dans ma tête, Jem and Hologram, c'était plus comme que je l'avais vu à la télévision. Alors, j'essayais de mélanger les deux, mettons. J'ai essayé de faire comme un genre un pont, un bridge entre les deux. Alors, j'avais un peu de qu'est-ce que Sophie avait fait, puis je faisais un peu qu'est-ce qui était dans les années 80. Puis, ça donnait que ça donnait. Mais j'ai essayé d'être fidèle à certains designs qu'elle avait fait. Là. Mais ouais, ça va arriver des fois que
des fois, je suis vraiment surpris qu'une série, quelqu'un m'approche. Comme j'ai fait Betty Boop. Je sais pas si tu savais que j'avais dessiné une série de Betty Boop. Euh, ça, c'était quand on m'approchait pour faire Betty Boop, j'étais comme Betty Boop. C'était comme je ne pouvais pas comprendre pourquoi on avait pensé à moi là. Mais ouais, si tu fais Betty Boop puis Gisèle Lagacé, peut-être tu vas trouver du artwork de. Ça, c'est pas moi en passant, c'est pas moi qui ai dessiné ça, là, ça, pas très présenté. Mais tu vois que c'était beaucoup. Les designs sont beaucoup plus flyés, mettons, que qu'est-ce qu'on voit dans les années 80. Là, tu sais, C'était c'est justement la couverture qu'avait réalisée Sophie Campbell. Sophie Campbell, c'est un nom qui résonne un peu en France notamment, parce qu'elle a ensuite dessiné un cycle des Tortues Ninja, et comme je sais qu'il y a oui. Ninja. Ouais. Tiens, hop, on l'a trouvé, ta couverture, là, pour le coup, de Betty Boop. C'est ce que je cherchais en attendant que cette image s'affiche. Ok, ça, c'est pas moi qui ai dessiné ça. Ça, c'est Howard Chaykin. Lui, il a fait la couverture. Ouais. Moi, j'ai fait l'intérieur. Puis, moi, j'ai été très fidèle à Betty Boop. Il fallait qu'elle était. Comme ça, c'est pas fidèle à Betty Boop du tout. Là. Mais c'est beau, là, mais c'est pas. Je suis en train de chercher des visuels. Betty Boop, elle a une grosse tête. Là. C'est comme. Oh. Attends. Mais. Qui l'a fait cette couve? Je suis en train de chercher. Bah écoute, j'en montre une autre le temps 2. Je sais pas si c'est de toi celle-là. Attends. Voilà, on a une autre. En tout cas, voilà, c'était sorti avec Roger Landridge au scénar. Non. Ça, c'est qui a fait ça? Enfin, bref. Ça, c'est Roger, je pense. C'est l'écrivain. Ouais, je vais essayer de trouver une page à l'intérieur, en tout cas, pour montrer un petit peu comment tu avais approché Betty Boop. Ah, bah tiens, moi, ça c'est. J'étais. Yes, je vais pouvoir montrer des designs que j'ai trouvés déjà. Hop, ce qui va être plus sympa. Ouais, donc, Betty Boop, comment t'appréhendes le personnage Ouais, c'est ça. Ça, c'était. J'avais fait. On m'avait demandé de faire juste comme un genre de style sheet pour voir comment que j'allais les dessiner. Puis j'ai fait ça, puis ils m'ont donné la job, mettons, là. Mais c'était bizarre. C'était comme. Je voulais. J'avais aucun. Je pouvais pas comprendre pourquoi on m'avait approché pour ça, mais finalement, une fois que je l'ai fait, j'étais comme genre. Ah, c'était correct. C'était comme. J'ai eu du fun parce que c'était. La manière c'était dessiné, c'était beaucoup comme un peu comme Jello, là, tu sais, c'était comme c'était quelque chose que j'étais pas vraiment habitué. J'avais jamais fait ça, puis j'ai trouvé ça le fun, vraiment. C'était. Tu redonnes un côté animation, en fait, encore plus animation. Moi, c'était l'animation, puis j'avais jamais fait de l'animation. Puis ça m'a donné la chance de dessiner un peu comme en style animation, puis c'était le fun. Puis vraiment, j'ai aimé ça. C'est vrai que c'était cool. J'étais prête à faire un autre. J'aurais fait le double de ce que j'ai fait facilement. L'histoire était le fun. J'aimais l'histoire que Roger avait écrite. Puis lui aussi, il faisait des webcomics en passant. C'est un autre gars dans le fond, qu'on était tous les deux des webcomic artists qui travaillaient sur cette série-là. Puis, mais bon, ça, la personne qui m'avait approché pour ça, c'était Anthony Marquez, il travaillait dans le temps, il travaillait chez Dynamite, mais lui aussi, il est propriétaire de l'école de Joe Kubert. Joe Kubert, c'est une école qui apprend la bande dessinée comment aux États. Puis Fernando Ruiz travaille là aussi. Alors j'ai pas mal de contacts avec cette école-là. Puis ça a donné qu'il pensait que je serais une bonne personne pour faire ce projet-là. C'était le fun. Ouais. Tac. Ah, bah alors, voilà. C'est là que je voulais montrer. On a retrouvé, fini par en trouver. Bon, ça a été mis en couleur. C'était beau en couleur aussi, mais ça, c'est mon travail en noir et blanc, bien sûr. Ah, tiens, j'en ai trouvé une en couleur. Si j'arrive à l'uploader, mais ça devrait le faire dans quelques instants. Toujours un délai un petit peu long, hein,
Donc que je retrouve, il y a beaucoup de fichiers. Hop, normalement c'est bon, c'est là. Voilà. Bon. Je sais pas, En je tout cas, trouvais non, que c'était, c'est une approche assez différente de celle qu'on connaît, qui est plutôt agréable à regarder en tout cas. moi, j'aimais beaucoup la façon que j'étais capable de la mettre vraiment féminine, vraiment, toutes ses manières, puis ben moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Je suis très expressive. Dans le dessin, j'aime ça que les mains sont expressives, tout bouge, tout est comme la féminité. Là, je veux faire sûr que ça ressort. Puis on dirait j'ai eu du fun avec ça beaucoup. Là. C'était comme un highlight. Un highlight qui était inattendu. Je m'attendais pas d'aimer travailler là-dessus. Puis tout d'un coup, Betty Boop, j'avais aucun intérêt pour Betty Boop, mais aussitôt que j'ai travaillé là-dessus, ensuite, à cette heure, quand je vois des choses de Betty Boop, c'est comme, je vais-tu acheter ça à cette heure? Ils m'ont fait aimer Betty Boop. Et est-ce que tu as quelques personnages comme ça sur lesquels tu aimerais travailler Ben, j'ai tout le temps aimé Vampirella. Mais Vampirella, j'aime le vieux Vampirella. J'aime pas le Vampirella d'aujourd'hui. J'aime le Vampirella des années 70. Puis j'aimerais peut-être faire quelque chose, mais de ma façon, là, d'une façon un peu comique. Il faudrait que ça serait quelque chose qui serait comme un genre, une série un peu comme à part, comme que je pourrais peut-être faire avec David. On ferait notre version de Vampirella. On aurait du fun. C'est juste pour s'amuser, là. Mais il faudrait que ça serait comme, je sais pas, moi, une série de peut-être 5 numéros, quelque chose. Il faudrait qu'on ferait un pitch, puis ça marcherait. But on est. Comment je peux expliquer ça? C'est que si on travaille sur nos propres projets, on peut vraiment avoir le contrôle à 100%. Alors, c'est pour ça qu'en général, on préfère travailler sur nos propres choses. Mais Vampirella est un personnage que j'aime beaucoup. Ensuite, peut-être quelque chose comme peut-être Bad Girl, peut-être, serait peut-être le fun. Chez DC. Ensuite, peut-être chez Marvel. Gwenpool, j'avais fait des covers pour Gwenpool, j'avais bien aimé. Je trouvais ça le fun. Ouais. C'est un personnage que je trouvais amusant. Je pourrais peut-être me voir peut-être faire une couple de numéros de Gwenpool si on me demanderait, là, mais c'est pas évident de rentrer ça aussi dans quand tu es occupé à faire d'autres choses, on te demande de faire un peu, là, faut que tu trouves, là, qu'est-ce que tu coupes, tu coupes à quelque part, là, c'est comme, faut que tu prends ta décision, je coupe là, j'accepte ça, j'accepte pas ça, ou des fois, il faut que je refuse parce que je sais que ça va m'arrêter de faire d'autres choses qui, dans le fond, est plus à mon avantage de faire d'autres choses que de faire ça, tu sais. C'est comme, parce que quand tu travailles pour quelqu'un comme Marvel ou DC, c'est un page rate. Tu as une page, ils vont donner de l'argent, c'est fini, tu vois plus ça, c'est comme. C'est oublié, là, tu sais. Tandis que, mettons, c'est pas comme le manga ou, mettons, la BD européenne où les créateurs sont propriétaires, mettons, de qu'est-ce qu'ils travaillent dessus. Puis, ils continuent à faire de l'argent avec des années après, là, tu sais, je veux dire. C'est pour ça que ma mentalité est plus européenne, japonaise qu'américaine. Mais parce qu'on est collé sur les États-Unis, on n'a comme pas le choix de fonctionner en pensant aux États-Unis, puis de suivre un peu leur système. Alors, j'essaie d'être un peu partout, là, tu sais, comme. Mais David, qui a grandi en Ontario, mais à Ottawa, qui a beaucoup de Français, puis moi, au Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue, on est tous les deux, on a été influencés par, on a été exposés à autant les produits américains que les produits européens, que les produits japonais. Alors, on est vraiment, on a une vue d'ensemble sur tout, puis on navigue dans ça, tu sais, comme, on est intéressé dans tous les côtés, là, que ce soit européen, japonais, américain, puis ça rend ça intéressant. Je pense qu'il y en a que
c'est de valeur pour eux qui sont pas comme bilingues, puis qui sont comme juste pris d'un côté. On dirait que, je sais pas, c'est plate pour eux autres, parce que moi, on dirait que nous autres, on dirait qu'on peut aller un peu partout, là, tu sais, c'est comme... On picore et finalement, c'est aussi Ouais. ce qui fait que tu arrives à avoir une approche différente, unique, et puis ce qui a permis aussi tu vois, d'être finalement aussi précurseuse entre le côté webcomics, la version livre. Comme tu dis même tout à l'heure, même dans le cadre de l'adaptation de Sticky Lily Buns, d'avoir une version verticale, c'est quelque chose qui est encore, on va dire, est en avance aussi, qui n'est pas encore Ben, c'est ça, extrêmement... je vois ça exactement de la même façon que les webcomics. Je me dis que c'est quelque chose que quand les webcomics ont commencé, ça nous dit, ça ne marchera pas. C'est comme, puis finalement, ça a devenu mon métier, là, tu sais. Ça a marché. Alors, je me dis que les vertical dramas, je vois ça de la même façon. Je me dis, ça vaut la peine d'être exploré, puis je vais l'essayer. Puis on va voir ce que ça va donner. Puis en même temps, ben, moi, ça me donne un peu comme un genre de quatrième métier. C'est parce que j'ai été obligé d'écrire, j'ai été obligé d'adapter mon livre à un script pour le live action. Alors, j'ai été obligé de faire ça. J'ai été obligé de faire certains changements. J'ai été obligé de tweaker ça un peu pour que ça marche. Ensuite, je dirige avec un autre gars. Je vais co-direct. C'est-tu direct? C'est-tu diriger en français? Co-diriger. Alors, je suis co-directing avec un autre gars. Alors, pour la première fois, je vais directer, qui veut dire que, dans le fond, ça devient quelque chose d'autre que j'ai jamais fait. Mais je me dis que ça m'énerve pas parce que je suis, quand je fais mes propres BD, que ce soit des comic strips ou n'importe quoi, j'ai une tendance je vais acter, qu'est-ce que le personnage fait pour faire sûr que j'ai les positions comme il faut. Je me prends en photo en train d'agir de telle façon pour faire sûr que j'ai l'expression comme que je veux. Là, comme, c'est important pour moi que c'est très expressif. Puis alors, je me dis que je peux aider un acteur à avoir la bonne expression, de l'agir. Tu dis, bon, il devrait agir comme ça. Aucun problème. Mais à date, eux qu'on a trouvés, si ça marche bien puis qu'ils sont disponibles quand ça va être le temps de filmer, il y en a qui sont parfaits. Là, je veux dire, vraiment, là, j'étais comme. Ça t'amène presque les larmes aux yeux là, quand que tu vois quelqu'un qui a vraiment compris le personnage puis qui l'amène en vie. Là, c'est comme. C'est un peu comme. Je ne sais pas si tu as vu dans le artbook de Ménage à trois, il y avait quelqu'un qui avait fait du cosplay de Z, de Yuki. C'était tellement. C'est Jesse Pridemore qui avait fait Z. C'était tellement bien fait. Là, c'était comme. Ça amène les larmes aux yeux. Là, c'était comme. Je vais essayer de montrer les petites photos qui avaient été faites, qui sont dedans. C'est l'écran qui est là. Off. On va zoomer un peu, pour puissiez voir. Ouais. Ah ouais. Elle avait tellement bien réussi, Z, là. C'était comme. C'était cute. Bon, en tout cas, je te remercie énormément, Gisèle, pour le temps que tu nous as donné, sachant qu'avec le décalage horaire, ça va bientôt être l'heure d'aller te reposer. Il est 5 heures du matin. Présentement, d'habitude, je me couche, comme je dis, vers entre 6 et 8 heures du matin. Dernièrement, j'essaie de me coucher un peu plus de bonne heure. Depuis mon retour de la France, j'essaie d'être un peu moins pire parce que le soleil se couche tellement de bonne heure. Puis si je me réveille trop tard, j'ai presque pas de lumière pour aller prendre ma marche puis des choses comme ça. Là. Alors, je fais un effort. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie énormément. Et puis, bah, écoute, on va dire pour la version française, on a hâte de lire la suite. Bientôt, voilà, vous pouvez déjà savourer le tome 3. Et puis, de toute façon, on vous tient au courant pour la suite. Et puis, quand Gisèle voudra nous envoyer quelques petites photos du casting, on se fera un plaisir de vous les partager. Voilà. Mais écoutez, je vous dis en tout cas à très bientôt. Et bye. Au revoir tout le monde. Au revoir.